bonjour à tous. Alors aujourd'hui, moi je vais essayer de vous raconter un voyage qui a duré 4 ans, un voyage qui nous a permis de faire fonctionner une infrastructure avec 85 millions d'utilisateurs, 84 au moment où j'ai fait les slides, avec une équipe seulement de 5 personnes. Je vais vous parler de plateforme, je vais vous parler de choses que vous avez déjà vues, mais je vais vous le concrétiser à un cas avec des volumes de données assez énormes. Donc Yubo, en quelques chiffres clés, c'est à peu près 85 millions d'utilisateurs inscrits et des millions d'actifs tous les jours, tous les mois. C'est une disponibilité mondiale avec un trafic qui est principalement aux États-Unis. C'est un réseau social de nouvelle génération qui cible principalement la génération Z. Donc, comme disait Mathieu, je suis trop vieux, vous êtes trop vieux, je suis désolé. Mais on est un peu à contre-pied de ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, puisque nous, on a axé notre réseau principalement sur un climat de confiance et de sûreté en priorité, à travers énormément de modération, qu'on fait via du machine learning et de l'intelligence artificielle à tous les niveaux. Et derrière, c'est backé par des modérateurs humains pour la feedback loop. Yubo, ça a été fondé en 2016 par 3 étudiants de Centrale Supélec. Et aujourd'hui, on est rentable depuis quelques mois. Yubo, c'est une application mobile, pas un site web, désolé, avec des codes couleurs qui correspondent à la Gen Z. Et c'est orienté autour de grosses fonctionnalités, notamment du live vidéo à gros volume et des swipes. Pour me présenter, donc je suis Michael Robert. Aujourd'hui, je suis Head of Infrastructure chez Yubo. J'ai travaillé chez Octo de 2010 à 2015. Aujourd'hui, ça me donne à peu près 15 ans d'expérience. Après Octo, je suis passé dans plein de startups avec des rôles de DevOps, de SRE et tout ce qui tourne autour. Et j'ai été formateur à Centrale Supélec pendant près de 10 ans. Je suis arrivé chez Yubo en 2021, j'étais le tout premier profil infra. Je voulais pas commencer cette conférence sans laisser le mérite à ceux qui m'ont permis de construire tout ça avec moi, l'équipe qui est derrière moi depuis le début. Donc je voulais remercier Alexandro et Francesco, parce que sans eux, ce talk ne serait pas possible. L'infra de Yubo, aujourd'hui, c'est 11 technologies de base de données. C'est à peu près 100 Tera de données temps réel sur la prod. Je ne vous parle même pas de ce qui est off-prod. On a à peu près 465 collections de données qui sont réparties dans des tables, des collections, ça dépend à chaque fois de la techno qu'il y a derrière. Et le tout dans 40 à peu près gros clusters de base de données. Vous avez beaucoup entendu parler de microservices ce matin, nous on en a à peu près 400. On a un uptime sur 2024 au-dessus de 99%. Et on fait marcher tout ça à travers 140 pays dans le monde, tout le temps, toute l'année, tous les jours, la nuit, etc. Avec un débit moyen sur nos API de front qui sont d'à peu près 10 000 requêtes par seconde. Et je vous l'ai dit, l'infrastructure de modération derrière génère beaucoup de trafic et nous amène sur certaines bases de données à 100 000 requêtes par seconde. Avec des pics parfois à 300 000. Et pour vous donner une idée de l'organisation, on met en production à peu près 2 fonctionnalités par semaine. Il faut savoir que la génération Z, c'est une génération qui zappe beaucoup. Donc si nous, on ne délivre pas beaucoup de features, ils vont vite s'ennuyer. Quand je suis arrivé chez Yubo en 2021, j'ai fait un constat, c'est que j'étais un peu dans la merde. Disons les choses comme elles sont. J'étais face au plus gros cluster de GCP France. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est GCP. Mais ce n'était pas pour les bonnes raisons. En fait, il n'y avait pas d'expertise en infra, beaucoup de techniques, énormément de trafic déjà à l'époque, des déploiements en prod sans arrêt. Et puis des coûts d'infra derrière qui étaient monstrueux. Il y avait une culture très start-up, très on délivre, on fait, on va vite, etc. L'industrialisation, c'était pas encore dans la culture. Donc il n'y avait pas d'automatisation. Il y avait des problèmes de perf partout, sur les load balancers, sur les bases de données, etc. Enfin, je vous fais pas le résumé de tout. Et en plus, on avait une grosse complexité. La stack de live vidéo que je vous ai évoquée, c'est une stack en C++ maison qui tournait à l'époque sur du bare metal. L'architecture à l'époque, ça ressemblait à ça. Le mobile attaquait un CDN pour le cache des médias. Et derrière, on avait un énorme cluster Kubernetes, donc le plus gros à l'époque de GCP France, avec absolument tout qui était déployé dedans. Base de données, services, tout ce que vous voulez. Et autour de ça, 3 data centers bare metal pour assurer le live vidéo un peu partout à travers le monde. Le seul côté où il ne fallait pas encore que je m'attelle, c'était la base de données principale, celle qui contenait les profils utilisateurs, qui était gérée chez un hébergeur externe qui était Atlas. Je vais essayer de vous raconter en 7 étapes comment on a réussi à faire scaler cette organisation, à construire la plateforme qui va derrière pour arriver aujourd'hui à ce qu'on est. La première étape, du coup, ça a été de structurer l'organisation. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup quand on me demande comment j'ai fait, ce qui est quand on a beaucoup de contraintes, ça pousse à innover. Quand on a des gros budgets, on se contente d'exécuter en embauchant plein de monde. On n'avait pas cette liberté. Et un des premiers choix d'organisation qu'on a fait, qui surprend souvent, ça a été d'intégrer l'équipe Data Engineering dans l'équipe infrastructure. Donc on ne voit pas ça dans beaucoup d'orgas. Pourquoi on l'a fait? Je pense que vous touchez déjà du doigt une de nos problématiques, c'était la scalabilité de nos bases de données.
et c'était une de nos plus grosses sources de coûts. Donc il fallait qu'on trouve une solution, et je vous rappelle, peu de monde pour gérer beaucoup de bases de données. Qu'est-ce qui se passait? On faisait un flow de développement assez classique, là je vous apprends rien, le produit design une feature, on fait un kick-off côté tech pour mettre au place cette feature, on fait un peu de QA dessus et on l'envoie en prod. Sauf que là, on a oublié la contrainte, la base de données risque potentiellement en prendre plein la tête quand ça va arriver en prod. Donc on ouvrait les features progressivement au trafic, à l'ensemble du trafic, mais dès qu'on commençait à atteindre trop de trafic, boum. Donc cette image, je pense que vous la connaissez tous, on la vit tous, et nous on l'a vécu aussi. En fait, en intégrant le data engineering dans l'équipe infra et en intégrant l'infra dans le kick-off des features, on est devenu proactif. On a arrêté d'être réactif aux problèmes en production. Et j'ai entendu depuis ce matin parler beaucoup des nouvelles problématiques DevOps. Pour moi, c'en est une grosse, c'est que le DevOps est devenu tellement compliqué que dans beaucoup de boîtes, l'équipe DevOps, elle est à côté, elle s'occupe de la prod et de la plateforme, mais elle ne cause pas assez avec le reste de l'entreprise. Ce pattern nous a permis de casser ce problème. Alors, pourquoi on l'a fait ? Alors, je vous l'ai dit, on avait beaucoup de dettes techniques. Sur les bases de données, notamment, on avait des clusters Elasticsearch où des fois, il y avait 120 nœuds dedans, c'est ingérable. On avait des MongoDB qui s'en sortaient plus et qu'il fallait passer notre temps à relancer. Globalement, on avait beaucoup d'optimisation à faire sur nos bases. Et en fait, si vous asseyez un DevOps de bon niveau en système et en bas niveau et un data engineer qui va bien maîtriser une base dans la même salle, bah, vous allez obtenir ce que moi j'appelle une killer DB. Globalement, on a des fournisseurs de bases de données propriétaires qui bossent avec nous, qui ne reviennent pas des perfs de nos bases par rapport au sizing des machines qu'on met derrière. Et ça, c'est grâce à ce mix DevOps Data Engineering. Ça a permis aussi d'impliquer beaucoup plus l'équipe infra sur le produit, régler un peu le problème du DevOps qui est loin de tout ça. Et on a commencé déjà, nous, à créer cette approche plateforme, parce qu'en fait, on a construit notre plateforme autour de l'automatisation. Donc à l'époque, la plateforme, c'était nous, les utilisateurs et les fournisseurs, mais on était déjà dans cette idée qu'il fallait absolument que tout soit répétable, automatisé, etc. Et puis alors en plus, 2021, si vous nous remettez dans le contexte, c'est l'époque où partout, on a commencé à être embêté avec la régulation GDPR. Nous, on a décidé de ne pas le voir comme un problème, on a décidé de le voir comme une solution. En fait, notre plus gros problème à nous, c'est la taille de nos bases de données. Et en fait, GDPR, et quand on gère un réseau social, on a beaucoup de données utilisateurs, vous dit que vous n'avez pas le droit de les garder plus d'un certain temps. Après, ça dépend à chaque fois du type de données dont on parle. Et ben nous, on a automatisé tous nos life cycles autour des régulations GDPR pour s'assurer qu'on le suivait. Donc l'idée est vraiment derrière tout ça, c'est de voir GDPR comme une solution et pas comme un problème. Deuxième étape, c'est là, je pense que toutes les boîtes dans lesquelles vous bossez, vous y êtes déjà passé, ça a été la mise en place de la méthodologie GitOps. Donc je ne vous la refais pas, on va aller très vite. On avait pour tous ces services des tonnes de manifestes Kubernetes dans des dépôts Git partout, des copier-coller en changeant les noms. On fait des templates, on fait marcher des Helm charts, on range un peu tout ça et on s'en sort. Troisième étape, on va centraliser un peu le poste de pilotage de tout ça. Je vous remets dans le contexte startup, on en était encore à lancer tout ça depuis nos postes de travail. Donc on est plusieurs à bosser dessus. Il y a des moments où on se marche sur les pieds, on fait des bêtises, on pète une mise à jour faite par quelqu'un d'autre, etc. Donc on met en place un data center centralisé qui est plus ou moins isolé des autres réseaux parce que seule l'équipe infra doit y accéder. On déploie dessus un Argo Workflow, donc c'est un outil d'orchestration. Vous pouvez le voir comme un GitLab, un Jenkins, ce que vous voulez. Sauf que nous, on était déjà dans le GitOps à fond, donc on fait en sorte qu'on ait une instance Argo CD qui puisse piloter et construire en live cet Argo Workflow. On commence déjà à avoir une approche de template qui émerge. Et puis, je vous passe les étapes. Entre-temps, on a migré l'infra bare metal en machine virtuelle autoscalable, avec des tas de workflows pour les déployer, les faire scaler, les downscaler, etc. Et on a commencé à découper nos data centers et nos clusters Kubernetes par rôle, par équipe, par besoin de sécurité, ce genre de choses. Avec toujours cette notion de Argo CD qui fait du continuous deployment sur tout et n'importe quoi. Donc on commence déjà à être dans l'idée on pilote tout comme des applications YAML. C'est pas le bon bouton. Voilà. Quatrième étape, je l'ai appelé Ordering the Chaos. En fait, c'est un problème qu'on a dans beaucoup de boîtes, mais à notre échelle, il devenait vite énorme. On se retrouve avec des tonnes d'assets d'infrastructure. Donc on a du YAML en haut à gauche, avec des manifestes Kubernetes, et puis des workflows Argo. Donc tout ce qui est workflow, CI, etc. De l'autre côté, on a du Terraform, où on va gérer nos VPC, nos sous-réseaux, nos clusters, nos machines virtuelles, et on commençait aussi à automatiser la gestion de notre monitoring. Et puis, il y a encore une ressource qui se met un peu à part, qu'on ne savait pas trop comment gérer, qui était toutes nos configurations de bases de données. On avait des scripts, on avait des requêtes SQL, on avait des schémas, on avait tout un tas de trucs comme ça, autant pour nos bases de données que pour nos bus de messages.
Face à ça, on a plein de contraintes. Déjà, on a une toute petite équipe. On ne peut pas se permettre de recruter en masse comme font certaines boîtes. Donc il faut absolument qu'on ait un focus de cette équipe sur une expertise forte et sur de la valeur ajoutée. D'autre part, je vous l'ai dit, on doit délivrer vite et beaucoup. On fait beaucoup de prototypes jetables chez Yubo parce que nos utilisateurs, on a besoin de voir s'ils vont utiliser une feature ou pas. Donc on la met en prod, des fois de façon un peu artisanale. On regarde si ça prend. Si ça prend, on va industrialiser et faire ça propre. Si ça prend pas, on jette. On n'a pas le temps, il faut aller vite. Donc si nous, on commence à mettre des tas de trucs très compliqués devant le déploiement en production, ça ne va pas fonctionner. Du coup, on se demande comment on va faire, et puis on commence à lire beaucoup de choses sur la développeur expérience. Vous avez une conférence là-dessus cet après-midi, je pense qu'il faut aller la voir. Parce que nous, on était vraiment dans cette démarche qu'il fallait que notre temps de travail soit utilisé pour de la forte valeur ajoutée, et donc il fallait favoriser le self-service sur les développeurs. C'est là que rentre en compte ce pattern de développeur expérience qui consiste, selon notre point de vue, à maximiser l'efficacité du développeur en éliminant toutes les frictions qu'il peut avoir avec l'infra. C'est quoi les frictions qu'il peut avoir avec l'infra? C'est tout ce qui va se passer entre son environnement de développement et la production. Mais ça peut être aussi la dispo dans DevOps. Si à chaque fois que je dois ajouter un nouveau service, je dois attendre qu'un DevOps ou un data engineer soit disponible et qu'en plus il faut que tous ces gens-là me mettent tout ce qui sert de service compliance autour pour que je puisse aller en prod, c'est trop long. Et en plus, le développeur, il va avoir l'ownership sur son service jusqu'en production, donc il faut qu'il soit apte à le débugger. Et c'est pas le tout de lui donner accès aux logs ou à des métriques de base, il faut essayer de l'outiller au maximum pour qu'il soit efficient dans le débugage. On a regardé un peu tout ce qu'on avait fait jusque-là et on s'est aperçu que pour tout ce qui touchait aux configurations de bases de données, de bus de messages, etc., tout ce qui touchait à l'infra bas niveau, on avait fait beaucoup de Terraform et de scripts très complexes. On avait dit aux devs, vous avez le droit de faire des pull requests, ils ne le faisaient pas. Pourquoi? Parce que c'était trop compliqué. Par contre, de l'autre côté, on avait des manifestes Kubernetes, avec des Helm charts, etc., des fichiers de valeur par environnement, je ne vous la refais pas. Et ça, ils y allaient. Non seulement ils faisaient des pull requests, mais ils en faisaient beaucoup, on avait même du mal à suivre le flow. Donc on s'est dit, il y a quelque chose là. Il y a un truc qui arrive, on arrive à les rendre autonomes, et de l'autre côté, on n'y arrive pas. Et en fait, la solution qu'on a choisie, ça a été de passer tout en CRD. Donc CRD, c'est Custom Resource Definition, c'est une notion de Kubernetes qui vous permet de créer des ressources sur tout et n'importe quoi, qui vont être orchestrées comme n'importe quel déploiement Kubernetes. Et donc là, je vous mets un exemple que vous pouvez généraliser à tout ce qu'on a fait. Avec nos bases de données. Donc là, vous voyez qu'il y a un développeur chez nous pour instancier une nouvelle collection dans un Mongo. Il a juste à remplir un petit YAML, qui est somme toute assez simple pour un développeur. Il va le pousser dans un cluster Kubernetes, alors via du GitOps, évidemment, et ça va être intercepté par une API. Et là, vous faites tous plus ou moins, je pense, à une autre échelle de l'infra as code. En fait, mettre une API devant de l'infra as code, c'est pas très compliqué, ça se fait bien. Et en fait, on a fait ça partout. Du coup, on est arrivé à du tout YAML, et l'état, c'est que on est passé partout, mais vraiment jusqu'aux bases de données, au machine learning, je vais en parler, sur du YAML. On a fait le choix de basculer sur config connector à la place de Terraform pour la conf d'infra. Ça pourrait être un crossplane, ça n'a aucune importance. Les outils n'ont pas d'importance, c'est les patterns qui vont autour qui sont importants. Et en fait, ça nous a amené un autre point que je trouve assez merveilleux. C'est globalement, aujourd'hui, on a ce qu'on pourrait appeler une CMDB, c'est Configuration Management Database, qui est complètement versionnée et accessible à tout le monde. Donc tout le monde peut aller voir et faire des pull requests sur l'infra au global. Et on a pu définir un espèce de template général de service qui est réutilisable absolument partout. Donc on est déjà dans une approche plateforme assez avancée, je pense, où on a d'un côté un dépôt Git avec le service et tout ce qu'il importe, y compris l'environnement de développement, et à côté un autre dépôt Git à chaque fois qui est le nom du service -K8s qui correspond à toute la conf d'infrastructure. Et ça, une équipe qui s'occupe d'un service, elle a le droit de tout modifier ce qu'elle veut là-dedans. Ensuite, il fallait aller plus loin parce que derrière tous ces services, vous imaginez bien, on a de l'intégration continue. Et il faut que ce soit automatisé, il faut qu'on aille vite, il ne faut pas qu'on attende les DevOps pour la faire marcher. On est parti du principe qu'une CI, c'est une CI en fait. Vous prenez n'importe quel langage, du Java, du Python, du C++, du Node.js, on s'en fout. Vous faites build, test, package, version, push. Globalement, vous avez peut-être des petites étapes intermédiaires qui changent, etc. C'est du détail. Le pattern global, c'est ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on est capable de configurer nos Argo workflows temps réel et de faire des templates de nos workflows. Donc si on définit des templates de toutes nos CI et qu'on sait automatiser leur déploiement, on atteint le niveau suivant. Quand quelqu'un crée un nouveau service, on a juste à ajouter de la config dans un fichier de valeur et boum, toute l'intégration continue et instantielle. Maintenant la data, parce que tout ce que je vous ai raconté, c'est un peu comment on set up tout ça, mais c'est pas trop comment on le fait vivre. Alors,
Le problème qu'on avait, c'est qu'il fallait contrôler des dizaines de bases de données avec une toute petite équipe. Équipe très qualifiée, mais ça fait quand même pas beaucoup de monde et chacun a que deux mains. On a tout de suite pris le postulat qu'il fallait accepter la duplication de données. Le pattern de la grosse base de données centrale qui va contenir les données d'un service ou d'un autre, etc., chez nous, ça ne marche pas. Quand vous avez une base de données qui prend 300 000 requêtes par seconde, ça coûte une fortune. Deux, quand elle tombe en panne, elle fait tomber toute l'infra. Donc, il nous fallait une base de données par feature. Globalement, c'est à peu près ça qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne? C'est qu'on fait de la synchronisation temps réel entre toutes ces bases. Et pour ça, on utilisait un pattern qui commence à être assez connu, qui est le CDC, donc c'est le Capture Data Change. Ce pattern, comment il marche? C'est que l'idée, c'est que derrière chaque base de données, vous avez un log de tout ce qui se passe dans la base de données. Donc c'est les insertions, les mises à jour, les suppressions, etc. Ce log, vous pouvez le plugger à un Kafka, et absolument tous les changements vont être émis dans un topic Kafka. Derrière, vous pouvez soit tout simplement consommer ces événements pour les insérer dans d'autres bases, ou mettre un peu d'intelligence avec des streams Kafka qui vont des fois modifier la donnée et des fois l'agréger avec d'autres streams, d'autres bases. Comme ça, vous allez pouvoir remplir en temps réel la base d'autres services sans vous prendre la tête. Et puis tout ça, ça peut tomber en panne. Donc on a mis en place un certain nombre de mécanismes d'auto-guérison qui se basent, soit on commence à avoir du lag, on fait scaler les consommateurs, soit carrément ça crash, on récupère l'offset du crash, et quand on redémarre, on fait un force update dans la base pour forcer la réémission de tous ces logs. Le machine learning. Alors là, c'est pareil, on en a beaucoup. On a énormément d'algos de machine learning. Ça devenait très compliqué à gérer. Et on était dans le pattern, les devs qui font du ML, ils codaient l'algo sur leur poste de travail et puis ils le poussaient en production en espérant que ça marche. En fait, nous, côté infra, on s'est dit, c'est pas très viable, ça force à rollback tout le temps. Et en fait, c'est quoi la différence entre déployer un algo de machine learning et déployer une application? Il n'y en a pas. Il y a juste une petite étape qui vient s'insérer après le développement, c'est l'entraînement de l'algo. Si vous remettez le pattern que je vous ai expliqué juste avant, ça ne veut pas reculer, tant pis. Le CDC nous permettait en plus, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, d'alimenter une énorme base de données qu'on a appelée le data lake, qui contient les données de toutes nos bases de données en un seul point, mais off-prod. En fait, ça nous permet d'entraîner les algos. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un pipeline complet pour les algos de machine learning qui ressemble énormément à ce que vous faites pour vos applications, pour aller jusqu'à les déployer en prod à l'échelle et les faire scaler progressivement. Donc comment on a fait? Alors la partie intégration continue, je ne vous la refais pas, mais une fois qu'on a un algo qui est entraîné, prêt, on va aller stocker dans un outil qui s'appelle MLflow. Vous pouvez le voir comme une Docker registry pour vos algos. Ça fonctionne pareil. Une fois que ça s'est fait, on a fait un opérateur avec des CRD derrière. Donc chaque algo de machine learning a sa CRD. Ça va être repoussé via du GitOps dans un cluster Kubernetes. Et du coup, on a un opérateur qui va détecter qu'il y a une nouvelle version d'un algo qui est prêt. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette nouvelle version, il va le déployer en Canary sur la prod, et puis on va commencer à mesurer un peu la feedback loop de cet algo. Si les métriques sont bonnes, on le fait scaler à l'échelle. Si c'est pas bon, boum, au revoir, on revient sur l'ancienne version. Et est arrivé le jour où nos chers fondateurs se sont dit, on a plein de composants qui nous font une super application de réseau social, on a l'infra qui va derrière, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une autre application? Et là, on s'est un peu retrouvé devant un os. Mais en fait, pas tant que ça. Parce qu'en fait, tout ce qu'il nous suffisait de faire, c'était de créer un niveau d'abstraction supplémentaire. L'architecture, elle avait beaucoup évolué. On avait réussi à splitter en plein de clusters. On avait réussi à isoler les bases de données les plus critiques dans des machines virtuelles. On avait du monitoring partout. On avait automatisé vraiment absolument tout. On était capable de reconstruire toute l'infra from scratch à partir d'un workflow Argo. Pourquoi? Parce que, en fait, depuis notre data center route que je vous ai raconté tout à l'heure, au final, on avait des templates avec les valeurs pour les remplir d'absolument toutes nos ressources. Donc que ce soit nos bases de données, nos machines virtuelles, jusqu'au réseau et au data center, la config de base de GCP, tout ce que vous voulez était prêt en termes d'infra as code avec des templates et des fichiers de valeur. Donc en fait, il nous suffisait de réécrire juste un espèce de gros template qui va tous les inclure et ça c'est entre guillemets notre disaster recovery plan, on est capable de tout remonter. Maintenant, vous ajoutez un niveau d'abstraction supplémentaire. Vous ajoutez un paramètre à ce template qui va être l'application ID. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait évoluer tous nos templates, tous nos CRD, toutes nos configs, en mettant application ID Yubo. Et puis on a fait en sorte que rien ne bouge. En gros, l'idée, c'est de ne pas avoir de changement. Une fois qu'on avait fait ça, on n'avait plus qu'à mettre le nom de la nouvelle application dans un nouveau template à côté, de lancer nos workflows et de laisser l'infra travailler.
Quand je vous parle de tout ça, je pense qu'il y a un problème qui va vite vous venir à l'esprit, c'est comment on fait pour monitorer tout ça. Et bien en fait, l'idée c'est la même. Votre monitoring, vous allez l'automatiser. Le problème, il ne va pas se poser dans comment vous faites marcher le monitoring, le problème, il va se poser dans le volume. Alors, on s'est demandé pourquoi on fait de l'observabilité. Alors déjà, il faut que d'un côté, on observe des métriques métiers. Donc ça sert à piloter le produit, à comprendre ce que font les utilisateurs, est-ce qu'on garde une feature ou pas, ou est-ce qu'on perd des users, etc. Et de l'autre côté, on avait des métriques techniques et des logs. Et ça sert à quoi? Ça sert à diagnostiquer, à résoudre les bugs, mais aussi à optimiser les performances. Tout ça, template, CRD, ça se configure tout seul derrière chaque service. Je vous ai montré, il y a un dépôt Git à côté, ça fait tout le job. Ça, peu importe votre niveau de maturité, vous y arriverez. Le problème là, c'est le volume. Ingérer autant de volume de métriques et de logs, c'est monstrueux. Ça coûte très cher. Et puis, je vous ai dit, on a besoin que nos développeurs soient le plus autonomes possible. Donc, si derrière chaque nouveau service, c'est nous, équipe infra, qui devons monter le dashboard pour surveiller et les alertes en prod pour que ça fonctionne, ça ne marche pas. Donc, j'ai besoin que ma stack d'observabilité soit accessible. Et puis, on est en 2025. Aujourd'hui, quand on fait un monitoring un peu moderne, on peut corréler les métriques, les logs et même aujourd'hui les traces. Et puis, il fallait qu'on ait un niveau d'alerte efficace. Parce que si nos templates génèrent des alertes pour toutes les métriques automatiquement, je pense que vous savez tous ce qu'est l'alerte fatigue, on finit par plus s'occuper des alertes, et puis la prod, elle tombe, personne ne s'en rend compte. On a comparé les solutions. Donc, il y a plein de solutions sur le marché. Il y a des solutions out of the box, en SaaS, il y a des Datadog et concurrents. Et puis, de l'autre côté, il y a des solutions open source qui marchent aussi très bien, souvent à base de Grafana. Mais dans les deux cas, on ne répondait pas bien à notre besoin, parce que non, j'ai avancé trop vite, c'est pas grave. En fait, du côté SaaS, c'était hors de prix, pour nos budgets en tout cas. Et je pense que vous imaginez les volumes de métriques qu'on a, hein, c'est des milliards. Les logs, j'en parle même pas, c'est à coût de 30 Tera par jour. Donc, quand ces solutions-là sont très bien et marchent out of the box, c'est le prix qui va coincer. Et de l'autre côté, les solutions open source sont aussi très bien, mais vont demander beaucoup plus de boulot et de main-d'œuvre en interne et pour tout faire marcher, et pour supporter le run au quotidien. Nous, on a pris le parti de tout choisir, en fait. On n'a pas voulu prendre de parti d'un côté ou de l'autre, on a tout choisi. Et comment on a fait pour ça? On a utilisé deux patterns qui sont le dual shipping et le sampling. Le dual shipping, c'est tout simplement le fait d'émettre vos métriques ou vos logs ou tout ce que vous voulez deux fois. Donc je vous mets un exemple ici avec Datadog. On utilise beaucoup Datadog, c'est un très bon service, mais très cher. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que toutes nos métriques vont être envoyées vers Datadog d'un côté, mais vers Victoria Metrics, qui est une stack open source, de l'autre côté, en même temps. Du coup, on va gagner tous les avantages de Datadog pour tout ce qu'on a besoin de donner accès aux devs, donc les dashboards, les moniteurs avec les alertes et même l'incident management pour gérer aussi l'astreinte. En plus, ça nous apporte une haute dispo de notre stack de monitoring qu'on n'a plus besoin de trop se préoccuper en interne sur nos outils internes. Par contre, là où on a besoin d'aller en profondeur, on va aller sur des stacks open source. Et là, on va envoyer tout le volume. Et l'idée, c'est que on va plus trop se freiner en local parce que tout ce qu'on paye, c'est du compute. Et si c'est en panne, c'est embêtant, mais c'est pas dramatique. Alors, ces solutions, elles ont des avantages et des inconvénients. Alors, l'avantage, il est évident, c'est qu'on tire parti des avantages de chaque solution et qu'on en est en plus capable d'analyser en profondeur sur des gros volumes. Je vous ai parlé de la haute dispo. On a une observabilité d'absolument tout, on ne se limite plus. Et puis, ça va nous permettre aussi de maîtriser les coûts linéaires des solutions en SaaS. Parce que c'est le problème que je vois, moi, à toutes ces solutions SaaS qui marchent très bien, c'est que plus vous grossissez, plus c'est cher. Et nous, on grossit très vite. Je pense que vous l'avez compris avec mes chiffres. Il y a aussi plein d'inconvénients. C'est très complexe. On a déplacé une partie des problèmes sur le réseau parce que nos métriques et nos logs, on les émet deux fois. Donc ça fait du volume, sur déjà beaucoup de volume, et que la courbe d'apprentissage dans l'équipe est un peu élevée. Ceci dit, je ne vous cache pas que les avantages prennent le dessus sur les inconvénients. Je voulais vous expliquer aussi comment on fait pour sampler. Alors, je vous donne un exemple avec un outil qui s'appelle Amplitude. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le Datadog du produit. Donc, côté tech, on adore Datadog parce que ça marche bien. Côté produit, ils adorent Amplitude. Ça permet d'analyser les funnels utilisateurs avec beaucoup de finesse. Sauf que, même problème, on paye au volume d'événements qu'on leur envoie. Et en fait, comment on a fait pour s'en sortir et pas avoir des contrats en millions d'euros par an avec eux? Ça a été de se dire, il faut qu'on sample, mais il faut qu'on sample intelligemment. Et la solution, on l'a trouvée dans la granularité de lecture. On a discuté avec le produit et on a essayé de comprendre sur quelle granularité ils analysaient les métriques. Et en fait, on s'est aperçu que sur la plupart des métriques, ils les regardaient à la journée. Donc à quoi ça nous sert d'envoyer des métriques à la seconde par utilisateur, etc. À rien. Donc on a mis en place une solution, encore à base de Kafka, où on émet toutes nos métriques et nos événements sur Kafka.
On va pouvoir aussi avoir des streams qui les agrègent, qui font des trucs intelligents, etc. Et on va utiliser une base de données qui s'appelle Druid, qui est une espèce de TSDB vraiment adaptée à ça, parce qu'elle permet de faire ce qu'on appelle de la compression de métriques. Et donc ce qui se passe, c'est que toute la journée, nos métriques vont être émises à travers Kafka, écrites dans un Druid, et en fin de journée, ça va être comprimé en une espèce de moyenne globale sur la journée, ou une somme cumulative, ça dépend à chaque fois de votre besoin, vous adaptez à la métrique. Et puis, une fois par jour, on a un batch Airflow qui va passer, puis qui va envoyer sur Amplitude. Quand vous faites ça, vous divisez par 10, 20, 30, 40, 50 le volume de métriques que vous envoyez sur votre SaaS. Tout ça, ça nous permet d'avoir des dashboards hyper complexes dans des outils comme Datadog, d'utiliser même des fonctionnalités avancées de ces outils-là, mais sans que ça nous coûte trop cher, puisqu'on est toujours sur un tout petit volume qui est émis chez eux. Ça nous permet aussi d'avoir leur dispo, et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin sur des outils comme Grafana, où on va, c'est pas très visible sur le slide, mais à droite, vous avez les logs. Vous allez pouvoir croiser vos logs et vos métriques. Et on va même plus loin parce qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau de corrélation où quand vous cliquez sur un log, vous voyez les métriques associées et inversement. Et puis, on a même été jusqu'à gérer le tracing là-dedans. Pour vous donner un ordre de grandeur, on ingeste à peu près 100 000 spans par seconde pour surveiller ce qui se passe en prod à travers cette stack. Donc là, le volume, il n'a plus d'importance. On va le payer sur du compute, mais ça va être beaucoup moins cher que de payer les cardinalités de vos métriques ou de vos événements sur les outils que vous trouvez dans le cloud. Et on a eu le même problème côté métier. Donc côté métier, je vous l'ai dit, on sample leur volume de métriques, etc. Mais eux, des fois, ils avaient besoin, pour aller mieux comprendre ce qui ne marche pas sur une feature, de rentrer un peu plus en profondeur dans leurs métriques produits. En fait, on leur a fait une stack interne qu'on a appelée Yubo Events. Et là, ils ont accès à toute la volumétrie, à tout le détail et à toute la granularité des événements qui sont ré-rassemblés dans Amplitude. Demain, alors, vous l'avez vu, on a une plateforme complète à base de CRD, YAML, pour gérer tout ça. Nous, on est les principaux utilisateurs. Nos devs commencent à beaucoup s'en servir. Et on a commencé, en fait, déjà à travailler sur une petite web app qui leur permet de créer ou de mettre à jour toutes ces CRD en clic-clic dans une interface. On commence aussi à travailler sur à corréler nos métriques métiers et nos métriques techniques. Je vous donne un exemple. Il y a une release qui part en prod. Il y a le produit qui voit qu'il y a une de leurs métriques qui tombe. On va pouvoir voir si c'est à cause de la release ou pas, voir si ça a eu un impact sur une métrique technique, un truc qui n'a pas scalé ou je ne sais pas quoi, en temps réel. On fait déjà de l'intelligence artificielle partout. Pourquoi est-ce qu'on ne se mettrait pas aussi en utiliser pour commencer à détecter des bugs? Et en fait, on le fait déjà. Dans le stack d'observabilité, on a des algorithmes d'anomaly detection qui vont anticiper des problèmes et créer des signaux qu'un problème risque d'arriver. Alors, ce n'est pas encore super efficient, mais c'est très prometteur. Puis, tout cet outillage à base de YAML et de CRD, on réfléchit de plus en plus à en faire un logiciel libre. Je vous remercie.